Donc on va poursuivre avec la dernière conférence de la journée dans cette salle qui est consacrée au sujet de l'amélioration continue des installations. Donc on va voir différents angles de l'amélioration continue. On va avoir une première séquence qui sera consacrée à une démarche qui s'appelle le contrat de progrès méthanisation, qui a été pensé et conçu il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, et qui a fait l'objet d'une expérimentation. Et donc vous aurez un retour d'expérience de cette démarche volontaire de contrat de progrès. Ensuite, on aura une séquence sur le retour d'expérience de la certification de durabilité, la fameuse directive RED 2. Et on finira par la présentation par Nicolas Auvinet de l'INRAE des résultats du programme Félix sur les émissions fugitives et la quantification des émissions fugitives sur les installations de méthanisation. Donc on a un programme riche, très intéressant, mais donc assez chargé. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais appeler Catherine Loiseau et Constant Delatte, respectivement de GRDF et Kelia. Et on excusera Isabelle Gros d'Artifex qui, malheureusement, pour des raisons de problèmes de transport, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse la parole. On avait prévu sur ce thème-là un créneau d'une demi-heure. L'idée, c'est que vous puissiez présenter et puis qu'il y ait un petit temps d'échange aussi avec les participants. Donc voilà, je sais que vous avez prévu tout en binôme. Mais on s'organise. Ça marche du coup, la petite... Oui, ça marche, oui, tout à fait. C'est quelle flèche que je... Verte, ouais. Si tu appuies, ça marche. Magnifique. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tu nous dis au niveau timing si on... Voilà. Bonjour, Catherine Loiseau, direction biométhane de GRDF. Et effectivement, on va parler contrat de progrès méthanisation avec Constant. Donc, effectivement, moi, je parle en tant que GRDF, mais aussi en tant au nom des partenaires de l'initiative contrat de progrès. Vous voyez les logos ici, hein, ou presque. AMF, Chambre d'agriculture, AT2E Club Biogaz, FNSEA, GRDF, France Gaz Renouvelable et puis CH4 Process. Alors, le contrat de progrès, c'est quoi, d'où on part et où est-ce qu'on veut aller? Le constat qu'on avait fait collectivement avec ces acteurs-là, fin 2021-2022, c'était de se dire finalement, il y a de plus en plus de sites de méthanisation ou de cogénération en fonctionnement et qui vont être en fonctionnement. Et finalement, ces sites sont quand même regardés par les parties prenantes, par les territoires. Et il y a vraiment un enjeu de professionnalisation. Il y a des attentes fortes des acteurs territoriaux sur ces projets-là. Et il y a des attentes fortes normalement de ces sites pour qu'ils soient, je dirais, qualitatifs en matière de fonctionnement. Donc l'idée qu'on a eue tous ensemble, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne proposerait pas un cadre d'engagement qui permettent de rassurer, de sécuriser les parties prenantes, les collectivités, les financeurs, les associations, etc. Et en même temps, de permettre aux exploitants de ces sites de continuer à progresser sur la qualité d'exploitation de leurs sites. Donc l'idée, c'était de se dire, on va partir sur une démarche basée sur le volontariat, qui va s'adresser soit à des porteurs de projets qui vont se lancer, soit à des exploitants en fonctionnement, qui sont à la fois en cogénération, en injection. Et l'idée, c'est que ces gens-là puissent s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue, avec un sujet quand même important dans le dispositif, qui est que ces exploitants doivent à un moment donné expliquer ce qu'ils font, rendre compte de ce qu'ils font et dialoguer avec leurs parties prenantes. Donc une fois ce concept dans nos têtes à tous, on s'est dit, bon, on va quand même essayer de travailler avec des vrais exploitants sur le terrain pour tester. Et voir si on est à peu près raccord avec les enjeux, les problématiques, les attendus. Et donc on a testé cette démarche, on l'a expérimentée, et l'expérimentation elle est en train de se terminer en ce moment. Le contrat de progrès, en fait, l'idée c'était de faire en sorte que les exploitants travaillent sur 5 thématiques d'engagement. Il y en a 2 qui sont obligatoires, c'est la sécurité et la performance environnementale. Et puis il y en a 3 autres que vous voyez qui sont plutôt optionnels, sur lesquels les exploitants vont travailler un petit peu en fonction de leur contexte, de leurs enjeux et de leurs problématiques. D'un point de vue concret, comment on fait, comment on a mené cette expérimentation et quel va être le parcours de l'exploitant, futur exploitant qui va se lancer dans le contrat de progrès. On démarre par une évaluation du site au regard des 5 thématiques que vous avez vues. Donc une photo à un moment donné. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces 5 thématiques-là?
À partir de ces 5 thématiques, on propose un bilan à l'exploitant et des recommandations. Est-ce que tu es en écart par rapport à tel sujet? Est-ce que sur tel point, tu peux peut-être progresser? Et donc, on définit avec l'exploitant un plan d'action. On le suit pendant 1 an avec des points réguliers, à 6 mois, à 12 mois. Un conseil, je dirais, au quotidien pour voir comment il arrive à traiter ses engagements, à avancer sur ses actions, comment il arrive à les mettre en place. Et puis à la fin de l'année, on propose un comité de suivi, contrat de progrès. Donc c'est un peu le bilan de fin d'année, où là l'exploitant va présenter à ses parties prenantes ce qu'il aura fait durant l'année, les sujets sur lesquels il se sera engagé, il aura travaillé. Et l'idée, c'est d'avoir ce dialogue, je rends compte de ce que j'ai fait, j'explique ce que j'ai fait, et je dialogue avec mes parties prenantes. Point important aussi sur le contrat de progrès, je vous ai dit, c'est une démarche volontaire. Hein, et l'idée, c'est que l'exploitant, futur exploitant, il soit dans un cycle plutôt de 3 à 5 ans. Donc il va rentrer dans le dispositif sur un temps court, entre guillemets. Donc il a vocation à en sortir à un moment donné. Et le point important qu'on voulait partager avec vous, c'est que pour le futur exploitant, donc porteur de projet qui va rentrer dans le dispositif, l'idée c'est qu'il puisse, alors c'est notre expression, hein, se mettre sur les rails et être appuyé par le dispositif contrat de progrès qui va l'accompagner, l'aider, le conseiller sur un certain nombre de sujets. Et puis pour l'exploitant qui lui est déjà en fonctionnement, l'idée du contrat de progrès, c'est plutôt de consolider ce qu'il fait, d'être aussi challengé par rapport peut-être à une routine entre guillemets, à des actions qu'il a l'habitude de faire. Et finalement, le contrat de progrès, c'est vraiment un cadre d'engagement qui rassure, qui sécurise les partenaires, les financeurs, les assureurs, les services de l'État. Et l'idée, c'est de dire, finalement, exploitant, futur exploitant, tu t'engages dans le dispositif, et en contrepartie, il faut imaginer ce que le financeur, l'assureur, peut offrir en contrepartie à cet exploitant qui va s'engager dans cette démarche. L'expérimentation dont on vous parle, vous voyez, on l'a travaillé avec 10 sites qui ont été volontaires, répartis un petit peu dans toute la France. Les points rouges, c'est des sites en cogénération, les points bleus, c'est des sites en injection. Et vous le voyez, hein, dans les sites en expérimentation, il y a des sites récents qui sont en fonctionnement depuis peu de temps, il y a des sites plus anciens, il y a des sites agricoles, et il y a aussi des sites qui sont portés par des développeurs. Donc on a essayé d'avoir un panel un petit peu représentatif de la filière. À toi Constant, explique-nous un petit peu ce qu'on a fait. Merci Catherine. Alors effectivement, concrètement, comment ça s'est mis en place? On a fait donc collectivement Kelia, agence de concertation, Artifex, bureau d'études environnementales, et Solagro, bureau d'études techniques, économiques sur la méthanisation. On a chacun fait un état des lieux des 10 sites donc, qui sont inscrits dans la démarche pour comprendre où ils en étaient. Donc, pour ce qui nous concerne, on a fait ce qu'on appelle un diagnostic territorial autour de l'implantation du méthaniseur, c'est-à-dire qu'on a rencontré, enfin on a échangé, puisqu'on l'a fait en visio, avec quelques acteurs locaux, par exemple élus locaux, riverains du site ou autres représentants d'organismes locaux, pour comprendre comment le site fonctionne dans son environnement et comment il est perçu. Ce qui nous a permis de mettre en parallèle la perception que les exploitants du site nous avaient donnée et celle qui est réellement par les acteurs du territoire. De la même manière, Artifex a fait un état des lieux réglementaire. Donc ils ont mis à plat toute la réglementation à laquelle est soumise le site pour regarder la conformité notamment et s'il y avait aussi peut-être eu des évolutions de la réglementation entre-temps auxquelles le site devait se conformer. Et de la même manière, Solagro a fait un état des lieux sur la base d'une grille d'analyse, donc sur tous les autres aspects techniques, économiques du site, sur l'organisation notamment de tout le site. Donc cette évaluation a eu lieu fin 2022 pour l'ensemble des 10 sites, puis a donné lieu à des recommandations d'action qui ont pu être mises en œuvre pendant toute l'année 2023. Par exemple, donc je vais citer quelques exemples de choses qui ont été mises en place sur la sécurisation du site et des salariés notamment, avec par exemple l'ajout de détecteurs de fumée, des conformités au niveau ATEX, au niveau des affichages, des questions de formation du personnel aussi, très important,
puisque voilà, il y a des choses qui évoluent de ce point de vue et qui méritent d'être mises à jour. Au niveau de la performance environnementale, bon, il y a diverses choses qui sont ressorties, mais notamment, par exemple, réaliser des mesures de qualité du rejet des eaux pluviales, parce qu'il pouvait y avoir un sujet sur le ruissellement avec des matières éventuellement au sol qui ruissellent avec les eaux de pluie et qui partent donc dans les rétentions d'eau pluviale. Donc une mesure d'analyse, une mesure de la qualité de ce rejet. Réaliser des mesures de bruit aussi, par exemple, pour s'assurer du respect de la conformité des normes au niveau des émissions sonores. Au niveau communication, ce qui est ressorti, c'est par exemple le besoin pour les riverains ou de parcelles sur lesquelles il y avait de l'épandage, et de s'assurer qu'il y avait de les prévenir lorsqu'il y a des périodes d'épandage, puisque ça peut être des moments assez intenses, ça dure peut-être quelques jours, et il peut y avoir un peu de flux routier, et puis c'est toujours important de prévenir les voisins. Donc ça, c'est apparu comme une demande en fait du territoire qui a pu être mise en place. Justement, ceux qui ont réalisé ces mesures de bruit ont pu communiquer dessus, et puisqu'il y avait une attente de la part des habitants d'à côté sur ce point-là. Deux aspects aussi importants, c'est qu'il y a un besoin, il y a une demande de la part des exploitants et de leur entourage, donc élus, etc., pour faire connaître leur activité. Donc site internet, ça peut être un bon moyen de faire connaître son activité. Donc Contrat de Progrès va apporter des solutions en ce sens pour produire des sites internet qui peuvent être déployés rapidement et sachant qu'un des enjeux pour les exploitants, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de la communication et ils ont beaucoup d'autres priorités. Et donc du coup, si Contrat de Progrès peut leur apporter quelque chose qui facilite cette action-là, pareil avec des panneaux pédagogiques pour accompagner les visites de sites avec des explications claires sur l'activité. Il y a la performance technique également, donc il y a un exemple par exemple de rédaction d'un plan de maintenance pour faciliter ces choses-là, ou la mise en place de stations bio-GNV ou d'échanges avec les exploitants voisins. Voilà. On pourra parler de plus d'exemples si vous souhaitez. Ouais. Okay. Donc vous le voyez, en fait, les actions Contrat de Progrès, ce que les exploitants mettent en place, on est vraiment sur des choses très concrètes, très pratico-pratiques. C'est un petit extrait, mais en fait, on a vu que ces exploitants ont finalement mis en place plein de choses durant cette année d'expérimentation. Et en fait, ce qu'on retire aussi de ce bilan de cette première année, c'est effectivement ce que tu disais un peu. Les exploitants qui ont participé, leurs attentes, c'était vraiment de dire qu'est-ce que cette démarche peut nous apporter en matière d'amélioration de notre fonctionnement, de gains économiques, d'optimisation de production de notre biométhane, par exemple. Comment cette démarche peut nous aider à anticiper des problématiques. Ils avaient de fortes attentes aussi sur la partie sécurité et réglementation. Comment vous pouvez nous aider à faire en sorte qu'on garantisse le respect, qu'on soit au respectueux des règles, qu'on intègre tous les sujets qui concernent la réglementation, la prévention des risques, la formation. Donc ça, c'était vraiment des points forts qui sont ressortis. Et finalement, le Contrat de Progrès, quand on discute avec eux, ils nous disent c'est pas mal parce que la démarche nous permet déjà de se poser et de prendre de la hauteur. Parce qu'on est dans le quotidien, parce qu'on est dans l'exploitation de notre site. Donc on prend du recul sur nos pratiques. Et puis on a des prestataires externes qui nous aident à prioriser des projets, des actions à mettre en place, ce qui est important, ce qui peut peut-être attendre, ce qu'on peut faire l'année prochaine. Ce qu'ils ont beaucoup apprécié aussi, c'est cet état des lieux dont on vous a parlé dès le début de la démarche. On regarde 5 thématiques et on fait cet état des lieux. On a un échange plutôt bienveillant avec eux, c'est-à-dire c'est pas un contrôle, c'est pas un audit. Voilà, on fait ce point, on fait cette photo et on regarde ensemble comment on peut progresser. Et puis ce qui les a intéressés aussi, c'est que cette démarche leur a permis d'avoir un conseil un peu permanent sur des sujets techniques ou réglementaires, parce que vous savez, en biométhane, tout bouge beaucoup, RED 2, biodéchets, etc. Donc une actualité, une information un petit peu permanente sur tous les sujets relatifs à la méthanisation. Autre point du bilan, je te laisse la parole. Oui,
On a constaté aussi à l'occasion de ces échanges, comme je le disais tout à l'heure, les exploitants d'un site de méthanisation ne prennent pas le temps, n'ont pas le temps de s'occuper de créer du réseau, de faire connaître leur activité à des acteurs avec lesquels ils ne sont pas en contact déjà permanent professionnellement. Et donc du coup, c'est du travail en plus, mais il y a une attente, il y a une frustration de la part des exploitants qui n'ont pas forcément de relations avec les mairies sur lesquelles ils travaillent, par exemple. Donc du coup, il y a un vrai enjeu là-dessus, et notamment parce qu'un site de méthanisation, ça évolue en permanence. Tous ceux qu'on a vus dans l'expérimentation ont des projets de nouvelles installations. On parle de CO2, on parle de bio-GNV, on parle d'augmenter peut-être la capacité, de biodéconditionnement, etc. Et donc du coup, ils ont aussi besoin de faire connaître ces démarches qu'ils souhaitent mettre en œuvre, expliquer pourquoi, etc. Donc il y a un vrai enjeu à continuer à travailler le lien avec le territoire. Finalement, donc c'est qu'ils ont un besoin d'outils pour faire ça, ils ont un besoin de moyens, de méthodes. Donc on les a aidés à faire ça, à partager en fait autour de leur site, et notamment à réexpliquer aussi tout simplement ce qu'ils font. On s'est rendu compte que la maire d'une commune d'à côté ne savait pas ce que produisait le méthaniseur finalement, parce que la phase projet remontait à plusieurs années, et du coup aujourd'hui il y avait besoin de rafraîchir la mémoire des acteurs du territoire pour qu'ils aient bien en tête ce que ça apporte au territoire. Donc les externalités positives sont à faire connaître, même quand le site est déjà installé. Donc voilà, c'est les moyens de communication dont je parlais tout à l'heure, et particulièrement la mise en place d'un comité de suivi, donc qui est inscrite dans la démarche contrat de progrès dès le départ. C'est un engagement que les exploitants prennent dès le départ, de rassembler finalement les acteurs avec lesquels ils sont en contact, donc les collectivités, les associations, les riverains, mais aussi voilà, tous les organismes qui ont pu aider, ADEME, région, les syndicats de déchets, syndicats de bassins versants, voilà, j'en oublie. Mais il y a un certain nombre d'acteurs autour de la table qui méritent d'être rassemblés de temps en temps pour faire le point sur l'activité en cours et les projets à venir. Et c'est l'occasion, donc ce comité de suivi qu'on a mis en place sur une dizaine de sites, l'occasion de faire aussi le point sur contrat de progrès, sur cette démarche qui est mise en place et ce qu'elle a pu apporter. Peut-être, je te coupe, hein, c'est pas poli. Peut-être en guise de conclusion, effectivement, l'expérimentation, on est en train de la terminer. On est en train de faire les dernières réunions comité de suivi qui vont se terminer, je crois, en mars. Voilà. Et effectivement, ce qu'on retient, c'est effectivement une appétence des exploitants qui ont participé en disant point positif, prise de hauteur. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de entre guillemets de retour de bâton, mais la démarche nous aide vraiment à progresser et à avancer. Point positif aussi, et certains étaient peut-être en retrait au départ, finalement le comité de suivi, il y a ce dialogue avec les parties prenantes et cette transparence, et ça a été apprécié à la fois par eux et à la fois par les acteurs qui ont participé au comité de suivi. Et en fait aujourd'hui, vous allez nous dire la suite, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc on a pris le temps de faire cette expérimentation, et l'idée, ça serait en 2024 de commencer à déployer le dispositif contrat de progrès, alors peut-être pas sur toutes les régions d'un coup, mais sur peut-être 3 régions ou 4 régions. Donc c'est le sujet qui nous occupe en ce moment, et l'idée c'est de déployer ça progressivement, en s'appuyant aussi sur des partenaires locaux, sur des structures qui existent. Mais en tout cas, on va démarrer a priori, on va dire plutôt à l'été 2024, pour les exploitants qui auront envie de s'engager dans ce dispositif avec nous. Voilà. Merci. On a tenu le timing ? Oui, juste on va pouvoir prendre une séquence de questions-réponses. N'hésitez pas. Alors moi j'ai éventuellement une question. Est-ce que dans les comités de suivi, parce que tes parties prenantes sont très diversifiées, est-ce qu'on peut dire que l'ensemble des ronds là étaient généralement représentés? Ça dépend des secteurs. Enfin, il y a parce qu'il y en a qui doivent être plus qui doivent plus inquiéter à la base que d'autres en termes de participation.
associations environnementales, ONG par exemple, ça peut faire peur à des exploitants. Est-ce que voilà, tu as des expériences concrètes ou Oui, en fait, bon, on a toujours la même problématique quand on fait ce genre de réunion, c'est on va mélanger des publics. On va inviter à la fois des riverains, des élus au niveau communal et puis des élus à des niveaux de collectivités plus importantes. On va inviter des acteurs professionnels avec des gens qui ne sont pas professionnels. On va mélanger les publics. Donc, on a un taux de réponse reste un taux de réponse. Voilà, on organise une réunion, tout le monde ne vient pas, mais on cherche quand même à s'assurer qu'on a un minimum de représentation autour de la table. Et on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt. On partage un langage commun, malgré le fait qu'on est sur des niveaux de connaissances différents, notamment de la méthanisation. Les retours qu'on a, c'est que de toute façon, la plupart des exploitants de méthaniseurs, ils savent, quand on leur pose les bonnes questions, ils savent bien parler de leur sujet. Et ils savent bien le faire. Il faut parfois cadrer un peu. Mais globalement, ce qui est très apprécié, c'est que l'exploitant parle et présente son activité à ces gens-là. Et il y a une bonne dynamique dans ces comités de suivi. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne, même s'il faut... c'est un travail d'organisation, c'est un travail de préparation important, parce qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer de façon simple, pas trop technique. Mais ça marche. Pour l'instant, tout s'est toujours bien terminé. c'est ça? Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Bon, après, vous partez pas, vous restez avec nous si jamais vous vous mettez là, mais si jamais il y a une question qui revient après sur ce sujet, Bien sûr. et on a compris qu'il y avait... Alors, peut-être tu as parlé d'expérimentation sur certaines régions. Les régions sont déjà Alors, on réfléchies, pardon. On échange beaucoup avec Région de France, et notamment le groupe de travail méthanisation de Région de France. On a fait des propositions. Alors, je vais peut-être pas vous les annoncer parce qu'on attend quand même confirmation, mais oui, on a des idées et on est en train de finaliser ça. On va faire ça assez rapidement, je pense. Bon, très bien. Et ben, on va enchaîner avec donc la séquence de retour d'expérience de la RED 2, donc avec Aurélie Chevalier pour le cluster Métatlantique, qui va introduire cette séquence, puis Christelle Gob de Synergis Environnement. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom de famille. C'est bon. Et Marion Crusset pour NJ. Alors, je vous laisse venir. On va juste décaler d'un cran. Comme ça, je vais me mettre à côté de vous. Parce que j'avoue que je commence à avoir mal aux jambes aussi. Et puis, comme ça, je te passe la main, Aurélie. Ça marche. Merci, Armelle. Donc, bonjour à tous, je suis Aurélie Chevalier, déléguée générale de Métatlantique. On est un cluster d'une 60aine d'entreprises des Pays de la Loire sur toute la chaîne méthanisation et nouveaux gaz, bio-CO2 et pyrogazéification. Donc effectivement, il y a une conférence sur RED 2 aujourd'hui au salon Bio 360. Un visiteur m'avait posé la question avant le début du salon. RED 2, c'est pas un sujet facile. On va partir du principe que vous connaissez les bases. Christelle va vous faire un rappel. Si vous ne connaissez pas grand-chose à RED 2, je vous invite à vous rendre sur le stand B32, stand de Synergis que je vais présenter. Donc Christelle est juriste en droit de l'environnement au sein du cabinet Synergis. Synergis est un expert de tout ce qui concerne la rédaction des dossiers réglementaires et notamment ICPE. Donc voilà, si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à vous rendre rendez-vous sur leur stand B32. Et il y a également des collègues de Christelle qui sont dans la salle. Donc voilà, Christelle, je te remercie et je te laisse la parole. Merci. Comment ça fonctionne? Je peux rester ici? Si elle est là, peu importe. Moi, je vais rester. Bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette conférence et d'être aussi nombreux. Donc effectivement, je vais vous faire un petit rappel de la réglementation RED 2. Un rappel étant utile, étant donné que c'est une réglementation assez tentaculaire et évolutive, même si c'est un sujet qui a quand même été évoqué sur ce salon l'an dernier,
C'est quand même toujours utile pour pouvoir ensuite échanger entre nous. Alors, la zapette, c'est ici. Hein. D'accord. Ah, c'est ici, d'accord. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, la certification RED 2. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les sites RED 2, qui sont dits obligés RED 2, donc pour rappel, ce sont des sites qui sont supérieurs à 200 normomètres cubes heure ou en cogénération à 2 MWh en puissance thermique nominale, sont censés être certifiés déjà depuis le 31 décembre 2023. Pour pouvoir continuer à bénéficier de leur tarif d'achat réglementé à partir de janvier 2024. Ceci étant dit, une fois que la première certification est obtenue, il y a en fonction donc, du schéma volontaire choisi, je reviendrai sur la notion de schéma volontaire juste un peu plus tard, soit donc sous le schéma volontaire de BSVS, le renouvellement de la certification va se faire tous les 5 ans. Sinon, sous les schémas allemands, soit ISCC, soit REDCERT, le renouvellement va devoir se faire tous les ans, en sachant que sous le schéma volontaire de BSVS, il y a quand même un audit de contrôle annuel qui s'effectue. À noter que lors de la première année de certification, l'exploitant du site de méthanisation va pouvoir choisir la période qu'il va faire certifier. Donc, c'est-à-dire qu'il va choisir une période entre 3 mois et 12 mois. Et puis, pour les années d'après, il devra continuer à tracer ses données en continu jusqu'à la date d'anniversaire de sa certification, où il sera soit contrôlé, soit renouvelé dans sa certification. Alors, les schémas volontaires, je vous en parlais. Donc, pour rappel, il s'agit d'une sorte de cahier des charges de la réglementation RED 2. Donc, ce sont des cahiers des charges qui sont approuvés au niveau de la Commission européenne. En France, il y en a 3 finalement qui sont utilisés principalement, dont 2 BSVS qui est vraiment le schéma le plus plébiscité finalement auprès des méthaniseurs français, parce que peut-être aussi plus adapté pour le nombre d'entre eux à leur processus de méthanisation. Mais ça, on pourra en parler ensemble plus tard des différences, parce qu'effectivement, donc, le choix du schéma volontaire va être important pour eux, étant donné qu'ils vont avoir encore actuellement des différences d'interprétation de la directive RED 2. Alors, les différences vont se porter soit sur l'analyse de durabilité des terres, soit sur ça peut être le statut des intrants, sur les matières qui vont être issues des négociants. On pourra en discuter ensemble si vous voulez, si vous avez des doutes sur ces notions-là. Alors, de manière générale, comment être certifié RED 2 ? Quels sont les critères à respecter ? Il y a 4 grands critères, donc je vais un petit peu vous les évoquer tour à tour. Le premier critère, c'est le critère de la durabilité de la biomasse agricole. Alors, l'objectif, c'est quoi ici ? L'objectif, c'est que l'exploitant doit prouver que les cultures qu'il incorpore à son digesteur ne sont pas issues de terres qui ont entraîné une perte de biodiversité ou d'un important stock de carbone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder le statut des terres à partir de janvier 2008 jusqu'au jour de la récolte. Et donc, ces terres ne devront pas répondre à l'une de ces catégories qui sont listées ici. Donc, les terres ne devront pas provenir soit d'une terre, enfin les cultures, pardon, ne devront pas provenir de terres qui ont une de grande valeur en termes de biodiversité. Alors là, c'est surtout le cas le plus fréquent, ça va être les prairies permanentes qu'on va rencontrer. Donc, il peut y avoir aussi des cultures qui pourraient provenir d'un important stock de carbone. Donc là, typiquement, ça va être pour les zones humides. Ou en cas très exceptionnel, tourbière, on n'est pas trop concerné en France. Donc, en gros, le principe, c'est quoi ? On compare le statut des terres entre 2008 et le jour de la récolte des cultures apportées à la méthanisation. Et si on se rend compte que finalement, les cultures proviennent d'une de ces 3 catégories de terres, la culture va être classée non durable. Alors là, il y a aussi des
des précisions à apporter, mais je n'ai pas vraiment le temps de vous l'évoquer maintenant. Sauf justification donc apportée et acceptée par le certificateur, la terre sera classée, la parcelle sera classée non durable. Il existe plusieurs outils aujourd'hui pour faire l'analyse de durabilité. Il y a certains bureaux d'études qui ont développé leur propre outil, mais il y a aussi d'autres outils comme FarmLeap du schéma de BSVS qui peuvent faire ces analyses-là. Ça concerne bien entendu, donc l'analyse de durabilité va se faire sur les cultures principalement, sur les cives et sur les cultures. Il ne va pas concerner les déchets et les résidus qui ne sont pas directement liés à l'agriculture. Le deuxième critère qui est important et qui sera peut-être un peu plus développé par Marion suite à ma présentation, c'est donc le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que le site doit prouver que sa production vient respecter les seuils prévus par la directive RED II en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à un combustible fossile de référence. Alors actuellement, la directive RED II donc, fixe les seuils suivants. Pour les installations qui sont mises en service entre janvier 2021 et décembre 2025, le seuil de réduction est de 70%. Et pour ceux apparaît le 1er janvier 2026 qui sont mis en service, c'est 80%. Sauf qu'avec la directive RED III qui a été publiée donc en octobre dernier, ces seuils vont être un peu plus contraignants. Et ce qu'on va retrouver, donc c'est surtout en termes de différence, là ça va être pour les sites qui vont être mis en service après novembre 2023, devront donc respecter le seuil de 80% de réduction de gaz à effet de serre, on va dire maximum au délai de transposition de la directive, donc en mai 2025. On attend des précisions supplémentaires sur cela. Pour les sites qui auraient été mis en service avant le 1er janvier 2021. Actuellement, ils n'ont pas d'obligation de respect de seuil. Mais à partir du 1er janvier 2026, ils devront donc répondre à ce respect de réduction de gaz à effet de serre, donc à 80%. Donc, pour ces sites-là, même s'il n'y a pas actuellement de seuil à respecter, ils doivent tout de même réaliser leur calcul d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de ensuite transmettre ce qu'on appelle des POS, Proof of Sustainability, aux fournisseurs de gaz et également transmettre leur déclaration de durabilité à l'ADREAL. Donc, dans tous les cas, il faut qu'ils le fassent, leur calcul. Après, s'ils ne le respectent pas tout de suite avant 2026, ça ils ont encore le temps de venir. Sur le calcul, donc, c'est une approche en cycle de vie, comment on va calculer les GES. Je laisserai Marion peut-être évoquer un peu mieux ces sujets-là, mais en gros, on va regarder donc, les émissions liées à la production de biométhane, de la production de la matière première, en passant par les transports, jusqu'à la transformation de la matière en biométhane. Comment on va faire ? Il y a deux méthodes. Soit on va utiliser des valeurs par défaut, donc qui sont fixées par les textes, soit on se rend compte que ces valeurs ne sont pas du tout connectées avec la réalité du site. Dans ce cas-là, on va calculer des émissions réelles ou on va se baser sur des données réelles pour voir jusqu'où on va en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif ici, c'est quoi ? C'est bien entendu de comprendre où sont les postes les plus émetteurs. C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, dans la ration, ce qui est le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre. Comment est stocké le digestat ? Est-ce qu'il est couvert ? Est-ce qu'il est ouvert ? Est-ce qu'il y a une récupération du biogaz derrière ? Tout ça va avoir une conséquence, en fait, sur le calcul final de la réduction. Et le but, c'est que derrière, les années d'après, on réajuste. Je vais laisser Marion évoquer cela un peu mieux. Et donc, il y a aussi donc, des outils qui sont actuellement disponibles. Donc l'outil FGR que vous avez sûrement même en tête, qui a été présenté l'année dernière sur ce même salon.
Il y a aussi de nouveaux outils comme l'outil NGESCA qui va être évoqué par Marion, et puis d'autres outils développés notamment par des bureaux d'études et qui auront été approuvés par les schémas volontaires et les organismes certificateurs. Le troisième critère qui est tout aussi important, c'est le critère de la cohérence de la production. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de regarder que l'exploitant doit prouver qu'il n'a pas d'intrants cachés. Donc en fait, on va faire un état des lieux de toutes les matières qui rentrent, donc qui sont livrées, qui sont stockées, incorporées et ensuite qui sont produites. Donc on va faire ce qu'on appelle plusieurs bilans massiques régulièrement. Dans les faits, ça va permettre de mélanger du coup des lots de matières entrantes et de biométhane qui vont avoir des caractéristiques différentes. Donc ce bilan massique va pouvoir être réalisé soit le site de méthanisation se sent capable de faire lui-même ses bilans massiques et donc il va le faire tout seul, soit il va faire appel aux outils développés par les bureaux d'études ou alors il va s'aider de logiciels de supervision. Alors là, je vous ai mis BioGasView, mais il y en a aussi d'autres. Donc l'objectif, là, c'est vraiment de prouver qu'on est transparent sur l'état de sa production, de tout ce qui rentre, tout ce qui sort, tout ce qui est stocké. Le quatrième et dernier critère, c'est le critère de traçabilité. Donc là, le but, c'est de prouver que le producteur, il est de bonne foi dans toutes les données qu'il a utilisées pour faire tous les calculs ou toutes les analyses que je viens de vous évoquer. C'est-à-dire que là, il va devoir compiler et mettre à disposition de son certificateur toutes les données sur la nature, sur l'origine, sur les quantités de matières entrantes, de matières sortantes, de tous ces apporteurs et de tous ces destinataires, toutes ces données qui auront été utilisées pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, pour l'analyse de durabilité des terres, pour son bilan massique. Donc c'est quand même un gros travail et puis il faut pouvoir du coup adapter sa manière de faire sur site et c'est pas forcément facile quand on a des habitudes. Dans la pratique, effectivement, dans ce qui va être demandé en particulier, c'est de fournir soit des autodéclarations, soit des attestations de durabilité qui vont devoir être signées par chacun des apporteurs des matières entrantes. Et en complément, il devra aussi tenir un registre de tout ce qui a entravé un petit peu justement son analyse sa traçabilité sur le site et comment il a fait pour lever les soucis de traçabilité pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette en fait. Il faut qu'il apporte la preuve au certificateur qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour que ces analyses soient cohérentes. Une fois certifié, il reste 2 choses à faire pour l'exploitant. Déjà, il doit faire sa déclaration de durabilité. Alors ça concerne surtout les sites obligés. Les sites obligés des RED 2, c'est ça qui va lui permettre derrière de pouvoir continuer à bénéficier du tarif d'achat réglementé. Et cette déclaration de durabilité concernera surtout, actuellement en tout cas c'est le cas, ça va concerner donc la période de production de biométhane entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Je vous ai mis le lien pour les modalités. Je pense qu'après, les sites ils ont eu des mails et des courriers de l'Adréal, donc ils sont au fait de cette obligation. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun des lots qui auront été injectés durant cette période devront être déclarés au plus tard 1 an et demi, 18 mois après la date du début de l'injection en fait, du lot, pour pouvoir du coup continuer à bénéficier du tarif d'achat réglementé en lien avec le fournisseur de gaz aussi qui du coup continue à payer et derrière l'objectif c'est de continuer à tracer la donnée. Et la dernière chose qui est pas des moindres, c'est la réalisation de la POS mensuelle. Donc la POS mensuelle, elle va être obligatoire à la fois à être transmise aux fournisseurs de gaz, à la fois pour les sites dits obligés RED 2, mais aussi pour les non obligés. Pourquoi ? Parce que c'est un outil de traçabilité pour prouver qu'on ne rompt pas la chaîne de traçabilité d'une année à une autre. Et donc c'est ça qui va faire foi en fait. Et pour le fournisseur de gaz, ce sera aussi sa preuve que le biométhane qu'il vend à son consommateur final est durable.
À la fin, donc la dernière chose, c'est que c'est aussi les POS sont un moyen de valoriser financièrement son biométhane à travers le système des garanties d'origine. Donc, pour résumer, si on souhaite débuter sa certification, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est qu'il faut contacter un organisme certificateur pour fixer une date. La deuxième des choses, choisir un schéma volontaire qui soit adapté aux modalités de production de biométhane sur le site. Ensuite, il faut pouvoir définir la première période de certification, ce qui peut être assez stratégique sur la première période. Et enfin, si besoin, si le site ne se sent pas capable de faire toutes les analyses que je viens de vous évoquer, il peut aussi faire appel à un bureau d'études. Je pense que j'ai fini ma présentation. Du coup, je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole à Marion qui va vous expliquer un peu mieux la partie GES. Peut-être tout d'abord s'il y a des questions sur cette partie avant de commencer la présentation de Marion. C'est le moment. On verra un petit peu plus tard du coup à la fin. En tout cas, merci Christelle pour ces éclairages. Juste pour information, Biogaz You qu'a cité Christelle est également présent sur le salon au stand B43. Donc on accueille maintenant Marion Crusset de Engie, qui est la responsable du pôle certification RED 2 au sein d'Engie. Merci Aurélie, merci Christelle. Donc peut-être juste pour donner un peu les grandes lignes de pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc je fais partie effectivement d'Engie. Engie Entreprise et Collectivité, c'est l'entité d'Engie qui achète le biométhane en France et le recommercialise. Donc je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner un peu plus de contexte. Donc comme je vous l'ai dit, on achète le biométhane en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, on achète à peu près 50% du biométhane en France, donc la moitié des sites en injection. Ça représente à peu près 350 sites en service aujourd'hui. Ça fait déjà plus d'une centaine de plus qu'à Bio 360 de l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent. C'est dû, comme la majorité d'entre vous doivent le savoir, au fait que c'était les derniers sites sous tarif 2011-2020 qui se sont mis en service sur l'année 2023. RED 2, pourquoi RED 2? On a commencé à accompagner les sites, nos sites producteurs déjà dès début 2022. À l'époque, vous vous en doutez, en 2022, on a vraiment débroussaillé le sujet avec des premiers producteurs volontaires. Je ne sais pas s'ils sont là actuellement. Et quelques premiers bureaux d'études volontaires également. On a essuyé beaucoup de plâtre, clairement. À l'époque, il y avait encore très peu d'acteurs en France qui connaissaient le sujet. Donc on a fait les premiers audits avec des schémas volontaires allemands et des auditeurs allemands. C'était pas forcément simple, mais on a conclu 2022 avec un premier audit en décembre, donc c'était une bonne satisfaction. Sur 2023, l'enjeu évidemment, c'était de concrétiser tout ça et d'amener la majorité de nos producteurs à la certification. On a accompagné plus de 85 sites. Sur ces 85 sites, il n'y avait pas que des obligés. Vous aurez compris avec la présentation de Christelle la nuance. Il y avait une petite partie de non-obligés qui ont eu envie tout simplement de se lancer dans la démarche de manière volontaire qu'on a accompagnée. On n'a pas non plus accompagné tous les obligés, tout simplement selon la disponibilité, la volonté de chacun. On a travaillé du coup en tout avec plus d'une quinzaine de bureaux d'études différents. Là encore, il y a un an, à Bio 360, je pense qu'on comptait sur les doigts de la main les bureaux d'études qui connaissaient RED 2. Là, je pense que tous autour de la salle, on est d'accord pour dire que la majorité des bureaux d'études spécialisés en méthanisation connaissent RED 2 et sont capables d'accompagner les producteurs. Le chiffre suivant, c'est une soixantaine d'audits blancs. Donc là, c'est un peu la fierté de notre équipe aussi, ça fait partie de notre accompagnement. On va sur les sites des producteurs et comme un bac blanc, on fait comme si c'était le jour J, on joue le rôle des auditeurs. Et l'idée, c'est tout simplement que les producteurs soient le plus sereins possible pour le jour J, et de même avec les bureaux d'études qui les ont accompagnés. Plus de 150 postes traités, donc merci Christelle d'avoir débroussaillé le sujet et expliqué ce que c'était.
Peut-être qu'il y en a ici qui m'ont déjà identifié comme Madame Posse. Ça a été compliqué à mettre en place. On le sait que les producteurs ont clairement autre chose à faire de leur journée. Donc on a essayé de mettre en place un outil pour essayer de simplifier les choses au maximum. On fait des webinaires réguliers également pour accompagner nos producteurs. Donc on pourra également en reparler si besoin. Et le chiffre 2023, donc c'est 100 sites certifiés. Je pense que c'est une belle victoire pour tout le monde, pour les producteurs en premier, pour nous également, pour les bureaux d'études aussi, et puis globalement pour toute la filière, parce que RED 2 quand même avant tout c'est un gage de qualité, et ça permet de prouver à quel point la filière biométhane est vertueuse. Donc effectivement, comme vous l'a expliqué Christelle, le bilan gaz à effet de serre, vous aurez compris, c'est un élément essentiel de la certification. Donc il y a effectivement des objectifs à respecter. L'objectif qu'on a globalement tous en tête pour le moment, c'est l'objectif de moins 70% qui équivaut à 24 grammes de CO2 équivalent par mégajoule de biométhane injecté PCI, puisque dans l'arrêté français, on évoque plutôt les 21,60 qui sont en PCS. Il y a une formule à respecter dans la directive pour établir ce bilan gaz à effet de serre. Elle paraît un peu barbare, mais on va rentrer dans les détails. Et évidemment des outils pour aider à appliquer cette formule et faire le bilan. Donc les outils, Christelle l'a expliqué, il en existe plusieurs. Nous, quand on s'est lancé en 2022, il n'y avait pas encore vraiment d'outils sur la France. Donc à la base, on s'est lancé avec des calculateurs Excel allemands qui, il faut dire, n'étaient pas très digestes, très complexes, très chronophages, puisqu'ils rentraient vraiment dans les détails jusqu'aux itinéraires culturaux, etc. On a eu un gros appel d'air effectivement il y a un an quand sur cette même scène j'étais aux côtés de France Gaz Renouvelable qui a présenté effectivement la nouvelle plateforme de calcul gaz à effet de serre qui est utilisée par n'importe quel producteur en France. L'objectif premier je pense de cette plateforme, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, c'était effectivement un accès facile et une utilisation très simple de l'outil. On s'est assez vite rendu compte en cours d'année en fait, qu'on avait besoin quand même d'un outil intermédiaire parce que selon les sites, finalement, on a besoin d'utiliser des fois des valeurs réelles pour des sites qui étaient un peu limites en termes de score gaz à effet de serre. Vous allez comprendre juste après. On va revenir sur le retour d'expérience effectivement juste après. Je vais essayer de débroussailler un peu cette formule. J'avais passé pas mal de temps déjà sur ce schéma l'année dernière, pour ceux qui étaient là. Je vais essayer de faire plus vite et de vraiment focaliser sur le calcul gaz à effet de serre. Grosso modo, dans la formule que vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux éléments principaux. Tout d'abord, il y a toute une partie de facteur d'émission qui est liée aux intrants. C'est ce qu'on appelle les émissions indirectes. Et ensuite, toute une partie de facteurs, la deuxième partie de formule qui n'est pas entre parenthèses, qui elle est spécifique au process directement de méthanisation. Tout ce qui est lié aux intrants, grosso modo, il y a une seule chose à retenir, c'est qu'il y a trois grandes catégories. Il y a tout d'abord tout ce qui est lié aux matières considérées comme déchets et résidus. Par définition, ces matières-là, elles sont produites de manière fatale, qu'il y ait méthanisation ou non, elles auraient été produites. Donc d'un point de vue RED 2, on considère qu'elles ont un impact carbone neutre, et donc les seules émissions qu'on va prendre en compte, ce sont les émissions liées au transport de cette matière, entre le point d'origine et le site de méthanisation. Ces émissions-là, c'est celles qui s'appellent ETD matières premières, là-haut dans la formule. La deuxième catégorie de matière, c'est tout ce qui est effluent d'élevage, donc lisier, fumier. Là encore, la philosophie de RED 2, c'est de comparer avec ou sans méthanisation. S'il n'y avait pas la méthanisation, ces effluents d'élevage seraient directement épandus au champ, ce qui, environnementalement parlant, est moins avantageux. Donc finalement, dans la formule gaz à effet de serre, on considère que c'est un bonus qu'elles alimentent le site. C'est le fameux bonus SK qui apparaît avec un moins tout en haut dans la formule. La troisième typologie de matière, c'est tout ce qu'on appelle produits, coproduits, biomasse végétale. Donc ça regroupe notamment les cultures principales, les cultures dédiées, mais également les cives, et tout ce qui est produits, coproduits issus de l'industrie agroalimentaire et également du monde agricole. Ces matières-là, grosso modo, elles ont été produites pour finir en méthanisation. De ce fait, on doit leur calculer et leur allouer un impact carbone. C'est le fameux EEC qui est le premier élément de la formule.
Évidemment, ces 3 catégories ont toutes les 3 le fameux facteur lié au transport de chaque matière. Les autres éléments sont tous liés plutôt au process de méthanisation, mais on va rentrer plutôt dans les détails juste après. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de vous partager un peu le retour d'expérience qu'on a après cette année qui a été très riche. Donc le graphique paraît un peu barbare, ne vous inquiétez pas, on va le déchiffrer ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, grosso modo, on a reçu à peu près 150 POS, donc entre les premières d'avril et celles reçues en décembre, ce qui grosso modo veut dire les volumes entre avril et novembre, puisque celles reçues en décembre représentent les volumes de novembre. C'est important puisqu'on a reçu une centaine de POS sur décembre, ça aurait fait plus de données, mais au niveau délai, c'était un peu short. Grosso modo, la moyenne qu'on a récupérée sur toutes ces POS, c'était à 9,9 grammes de CO2 par mégajoule PCI de biométhane injecté. Donc vous voyez, par rapport aux 24, finalement, on s'en sort pas trop mal. Donc grosso modo, ces 150 POS, vous l'aurez compris via ce qu'expliquait Christelle, elles sont produites mensuellement. Donc c'est l'équivalent d'à peu près une quarantaine de sites. Et ces quarantaines de sites, on a voulu vous présenter un peu les résultats. Donc pour vous déchiffrer le graphique, il va falloir lire tous les bâtons sur l'échelle qui est à gauche du graphique, votre gauche, qui est en pourcentage. Grosso modo, les bâtons gris représentent la part d'effluents d'élevage dans les rations des méthaniseurs en tonnage incorporé. Les bâtons jaune-orangé, c'est la même chose, mais avec tout ce qui est biomasse végétale et produits coproduits. Ensuite, tous les points bleus, ce sont les scores gaz à effet de serre. Donc, je vous disais, il y a des sites qui nous ont transmis des POS depuis avril. À chaque fois, j'ai fait les moyennes de toutes les POS transmises par le même producteur. Les points bleus, ils sont à lire de l'autre côté. Pour essayer de simplifier la lecture du graphique, je vous ai mis la fourchette entre 0 et 10 en bleu et la fourchette entre 10 et 20 en orange. Je vous ai également mis la grande barre rouge continue. Elle, c'est le fameux score des 24 maximum. Et pour information, celle en pointillé qui est la limite des 16, qui sera la limite à atteindre demain, qui représente les 80% que présentait Christelle à l'instant. Donc les premières conclusions qu'on peut tirer de ça, la plus flagrante, comme vous pouvez le voir, c'est l'encadré en gris. L'encadré en gris, vous voyez, grosso modo, ce sont que des sites qui ont une grosse part d'effluents d'élevage. Tout cela, ils sont en dessous de 10 grammes de CO2 équivalent par mégajoule de biométhane, voire même, vous voyez, certains sites qui sont complètement dans les négatifs. L'autre conclusion assez flagrante... Ah oui, on peut montrer. Bon. Merci. Là. L'autre encadré, c'est donc l'encadré jaune-orangé. Là, vous pouvez voir, c'est de l'autre côté. On se retrouve quasi qu'avec des sites qui n'ont aucun effluent d'élevage et en tout cas qui ont des très grosses parts de biomasse végétale ou produits coproduits. Donc les autres petits points qu'on peut souligner, peut-être que ça a sauté aux yeux de certains, on a 2 sites ici qui dépassent la barre des 24, c'est pas grave pour eux puisque ce sont des sites qui ont été mis en service avant 2021, donc comme l'expliquait Christelle, ils ne sont pas impactés à ce jour. Néanmoins, ça nous semblait important quand même de les citer parce que c'est des steps et aujourd'hui dans notre équipe, on est un peu, on se questionne en fait sur le fait que des sites comme les steps soient pénalisés finalement par ce score gaz à effet de serre parce qu'ils sont plutôt là pour rendre un service à tout le monde et traiter des eaux usées que pour produire de l'énergie. Pour autant, ils se retrouvent avec des scores gaz à effet de serre très élevés. C'est pas très intuitif parce qu'ils ne traitent que des déchets. En fait, ce qui les impacte surtout, c'est que ce sont des process très énergivores. Ils traitent des quantités gigantesques d'eau pour finalement peu de biométhane produit. Et donc, ils sont très impactés. Ça pose question finalement pour toutes les steps qui sont mises en service à partir de maintenant. Vous allez également, vous devez vous questionner par rapport à tous les autres points centraux. Donc, vous pouvez voir ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a des recettes très hétérogène et pour autant on a un score gaz à effet de serre qui lui est plutôt homogène entre tous ces sites. Tous ces sites-là finalement, ce qui explique les différences, c'est soit les outils utilisés, plus précisément le temps passé à affiner les résultats, donc à aller chercher les itinéraires culturaux, à aller affiner les distances d'approvisionnement, etc. Et également un impact du process de chaque site.
on va le voir juste derrière. Vous inquiétez pas, c'est la dernière slide, mais probablement celle qui vous intéressera le plus. Donc, c'est les axes d'amélioration qu'on a, nous, identifiés pour aujourd'hui réduire les scores gaz à effet de serre d'un site de méthanisation. Et évidemment, c'est loin d'être exhaustif, mais ça nous semblait quand même intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, on les a classés en fonction des facteurs d'émission. C'est ce qui nous a semblé le plus pertinent de notre côté. Donc, les EEC, si vous avez bien suivi, c'est tout ce qui concerne notamment les biomasses végétales, les produits coproduits. Évidemment, pour les biomasses végétales, là où ce vers quoi il faut aller, c'est de limiter au maximum les apports chimiques, fertiliser au maximum au digestat. En ce qui concerne les produits et coproduits, donc agricoles ou issus des industries agroalimentaires, l'idée évidemment c'est de réduire le plus possible leur incorporation. En tout cas, à minima, anticiper et bien s'informer avant de prendre ces matières-là auprès des industriels. Ensuite, en ce qui concerne donc le fameux ETDMP, donc tout ce qui concerne les facteurs d'émission liés au transport des matières premières, évidemment c'est intuitif, c'est limiter au maximum les distances d'approvisionnement, affiner les valeurs réelles au maximum, même si l'impact est assez léger. Et je sens que ça va esquisser des sourires, mettre en place des pipelines pour les intrants dans les rares cas où c'est possible. C'est très rare, mais on a quelques sites qui le font. Quand c'est possible, c'est toujours mieux. Ensuite, on a les SCA. Donc les SCA et l'EP, je les ai mis en rouge parce que c'est les facteurs qui influent le plus sur le score final. Les SCA, comme vous l'aurez très bien compris avec le graphique juste avant, et bien évidemment, l'idéal, c'est d'augmenter le plus possible les apports d'effluents d'élevage dans la ration. Même si parfois, je le sais, c'est très compliqué, notamment avec les agréments sanitaires. Mais en tout cas, c'est ce qui joue le plus sur le score final. On essaye également de mener une réflexion sur les escales liées aux cives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cives et les cultures principales, d'un point de vue RED 2, d'un point de vue calcul gaz à effet de serre, ils sont mis un peu sur le même pied d'égalité. Alors je pense qu'on est tous à peu près d'accord ici pour dire qu'une cive, elle a quand même énormément d'avantages environnementaux, et notamment sur le stockage de carbone dans le sol. C'est quelque chose d'assez complexe qu'il faut réfléchir à l'échelle de la filière, mais voilà, donc c'est un des sujets 2024. Le L, on n'en a pas parlé, je crois. Je réfléchissais à la présentation de Christelle. C'est un peu spécifique, donc là, ça va surtout dépendre de la zone géographique, effectivement, où on se situe. C'est grosso modo un malus que l'on peut intégrer dans le bilan gaz à effet de serre pour ne pas attribuer la non-durabilité d'une terre et qu'elle se répercute sur le biométhane. C'est un sujet un peu complexe, mais grosso modo, l'idée, c'est qu'il faut tout simplement limiter au maximum l'apport de biomasse végétale issue de terres non durables. Évidemment, prendre en compte dans les assolements suivants quelles sont les terres non durables pour éviter de mettre les biomasses qui vont finir en méthanisation sur ces terres. Et bien sûr, attention lorsque l'on prend des matières auprès de nouveaux apporteurs de biomasse végétale, donc cives ou cultures, à faire ces fameuses études de durabilité dont a parlé Christelle en amont de l'apport de ces matières. Le P, donc lui, il est effectivement spécifique au process de méthanisation. L'un des facteurs qui a le plus d'impact sur le score final gaz à effet de serre, c'est tout ce qui est fuite de méthane sur un site de méthanisation. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce qu'il y a un expert qui passe juste après pour vous donner plus de détails dessus. Donc, il vous donnera plus de précisions. Il y a un point d'attention sur tout ce qui est technologie d'épuration choisie, puisque comme vous le savez, en fonction des différentes technos d'épuration, on a des off-gas qui sont plus ou moins concentrés en méthane. Et voilà, typiquement, des sites qui ont du PSA et qui derrière n'ont aucune solution de valorisation des off-gas se retrouvent extrêmement pénalisés. Donc là, ce qu'on conseille, c'est soit la mise en place d'une chaudière gaz pauvre, soit tout simplement de la valorisation de CO2. Le TDP et EU, je ne vais pas forcément m'éterniser dessus, c'est toutes les émissions liées à l'usage, à l'utilisation et au transport du biométhane. Mais en France, on a la chance donc d'avoir un arrêté français qui cadre les chiffres en fait, de ces émissions. Donc voilà. Et donc le dernier, pas des moindres, c'est l'autre bonus qu'on peut utiliser avec les SCA, qui est le CCR, qui est applicable aux sites qui font de la valorisation de CO2.
Voilà. J'espère que c'était pas assez clair. Et n'hésitez pas, je suis disponible sur le stand si vous avez des questions, que vous voulez en parler plus en détail. Merci Marion. Je sais pas si le mot c'est clair. En tous les cas, c'était pédagogique. Ça reste quand même compliqué, même un an après. Enfin, il y a un an, on s'était vu pour expliquer c'est quoi l'arrêt 2. Aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui a été mis en place. Donc, globalement, on peut dire que les sites audités ont été certifiés dans leur grande majorité, ce qui est une bonne chose. Maintenant, il reste encore des étapes pour la suite en amélioration continue. Est-ce qu'il y a des questions spécifiquement par rapport à cette démarche, au retour d'expérience concret sur l'arrêt 2? Oui, moi j'avais juste une question sur les POS. En fait, c'est Tu peux te présenter, Oui, Nathalie ? pardon. Nathalie Bourget, je travaille à la DREAL à Nantes. Je ne connais pas bien les POS, mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu si c'est finalement quelque chose que le acheteur demande au producteur? En tout cas, c'est à ma connaissance pas ce qui est demandé réglementairement, mais bon, il y a un lien évidemment. Juste peut-être avoir cette précision-là. Merci. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est peut-être bien de faire une précision, parce qu'effectivement, il y a quand même un flou sur ce sujet. Effectivement, il n'y a rien en lien... il n'y a rien dans la réglementation française qui impose quoi que ce soit par rapport aux POS. Le sujet des POS, il est lié à ce qui est demandé directement dans la directive RED 2 par la Commission européenne. Et c'est directement lié finalement au besoin de traçabilité qui est demandé par la directive. Comme le disait Christelle tout à l'heure, c'est un des éléments fondateurs de RED 2, cette traçabilité de la molécule. Et cette traçabilité, elle doit exister finalement de la graine pour les biomasses végétales, enfin vraiment des points d'origine des matières premières jusqu'à la consommation du biométhane final. Et au même titre que quand un producteur de biométhane sur son site de méthanisation, il récupère des pulpes de betterave par exemple avec le certificat qui va bien pour prouver à l'auditeur la provenance de sa matière, quand il va vendre son biométhane, la POS permet de prouver qu'il a bien vendu du biométhane durable à son acheteur final. C'est le petit certificat qui doit finalement être associé à chaque volume de biométhane certifié durable et vendu, à chaque lot facturé. Oui. Bonjour, Jérémy Guez, je travaille chez Engie également. J'ai une question. Est-ce que c'est possible qu'un producteur certifié, à un mois donné, il produise une partie non durable, ou quand il est certifié, c'est forcément durable? Alors, effectivement, quand il est certifié, ce qui est certifié, c'est son installation, son outil de production de biométhane. Ça ne veut pas dire qu'il ne produit que du biométhane durable, effectivement, et ça va être proratisé aux matières durables qu'il a incorporées. Donc jusqu'en 2023, il n'y avait aucun impact tarif. Donc effectivement, il n'y avait pas forcément de problématique sur le sujet, si ce n'est que la POS permettait de tracer la part non durable et durable de chaque producteur, également ce qui est fait grâce au bilan massique. Donc notamment les deux raisons principales pour lesquelles une production peut être en partie non durable, c'est soit effectivement parce qu'une partie des biomasses végétales proviennent de parcelles non durables, soit tout simplement parce que le producteur, le méthaniseur, n'a pas réussi à avoir la documentation nécessaire en amont, donc les fameuses autodéclarations ou tout ce qui est lié directement aux négociants. Effectivement, ça va poser plus question sur l'année 2024 où normalement le tarif va dépendre de ce pourcentage de durabilité. En gros, le bilan massique trace le durable et le non durable, puisque le bilan massique doit être cohérent à l'échelle des entrées-sorties. Donc ça veut bien dire qu'il faut quand même affecter, tracer le non durable, même si derrière il ne sera pas valorisé. Et pour compléter, c'est pour ça que les POS sont là pour être associés effectivement avec la facture, puisque la facture mentionne précisément la part de biométhane durable qui a transité. Oui, une dernière question. Devant,
Merci. Une dernière question, puis on a encore une intervention assez attendue aussi, qui est les résultats d'un programme de recherche sur les fuites. Donc, allez-y, madame. Oui, bonjour. Je me demandais sur le cas spécifique des stations d'épuration. Ça veut dire qu'on considère la consommation électrique de l'ensemble du poste, enfin l'ensemble du site, où on ne peut pas justement arriver sur que la méthanisation de la station d'épuration. Alors c'est une très bonne question, c'est évidemment la première qu'on s'est posée aussi. On s'est dit que pour avoir un EP, donc les émissions liées au process aussi élevées, c'est qu'ils avaient dû se planter, entre guillemets, en tout cas prendre les consommations de tout le site, parce que des fois, effectivement, on n'a pas forcément des compteurs segmentés. Le fait est que non, pour les deux, c'est quand même relativement lié à la méthanisation, même s'il y a quelques postes de reprise en amont et en aval. C'est juste que en fait, les postes de pompage, brassage et chauffage font tourner des volumes d'eau tellement démentiels pour le peu de biométhane produit que tout de suite, c'est très, très impactant. Ok, merci. De rien. Très bien, merci à toutes les trois. Après, si vous voulez rester là ou devant, s'il y a d'autres questions par la suite. Et sinon, quand on va passer à la dernière séquence de la conférence, donc avec Nicolas Auvinet de l'INRAE, donc qui va vous présenter les résultats du projet de recherche Félix. Donc je vais te laisser introduire ce sujet. Comment ? Ah, je ne sais pas, j'ai pas testé. Okay. Ouais, essaye, je sais pas comment on fait. Ouais. Non, il n'y a pas de son. Okay. Bonjour à tous. J'ai la tâche de finaliser cette session. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie d'écoute. Donc, je suis Nicolas Auvinet, je suis ingénieur INRAE dans l'unité Opal qui est sur Rennes. Je vais vous présenter donc le projet Félix, qui est un projet recherche-développement pour mieux quantifier les émissions fugitives de biogaz en méthanisation. Donc, qu'est-ce qu'une émission fugitive? Alors, il y a plusieurs définitions existantes, mais généralement, on considère toutes émissions fugitives, c'est les émissions de biogaz qui ont lieu à l'atmosphère de façon non contrôlée pour les installations de méthanisation. Donc, un biogaz qui est composé majoritairement de méthane, qui va avoir un impact sur le réchauffement climatique plus important que le CO2. Et donc la méthanisation a normalement un impact au niveau environnemental qui est positif. Et donc s'il y a beaucoup d'émissions fugitives, on peut remettre en cause ce caractère positif de la méthanisation. Donc un enjeu fort environnemental. Il y a aussi un enjeu financier, c'est-à-dire que ces émissions fugitives, elles ne sont pas valorisées. Donc une perte de revenus pour l'exploitant. Il y a aussi des questions de sécurité avec des zones qui peuvent entrer qui peuvent être explosives, ou la présence d'H2S. Actuellement, il y a peu de données de quantification existantes. Donc voilà, c'est une des raisons pourquoi on a monté ce projet. Alors, pour montrer ce qu'est une émission fugitive... Alors, non, ça ne marche pas. Voilà, c'est parti. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Alors... En gros, en fait, on est sur un câble qui permet de gérer la hauteur d'un mélangeur dans un digesteur. Normalement, c'est une zone qui est graissée, mais à force de changer la hauteur, la graisse peut partir. Et ce qu'on voit, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit une espèce de volute qui apparaît. Donc là, c'est mesuré avec une caméra OGI, Optical Gas Imaging. C'est une caméra qui détecte, qui travaille à une longueur d'onde spécifique. Donc on détecte le méthane. Donc ce qu'on voit en fait là, c'est du méthane qui s'échappe du digesteur. Il y a plusieurs techniques pour détecter ces émissions fugitives. On va avoir des détecteurs de gaz dont sont normalement équipés la majorité des installations de méthanisation, qui va permettre de détecter des concentrations de gaz. Il y a des produits aussi qui existent de type plutôt savonneux, qu'on va mettre sur une zone d'étanchéité pour vérifier l'étanchéité avec l'apparition de bulles s'il y a une fuite. Derrière, des techniques qui sont plus... Alors, les premières peuvent être mises en place par un exploitant. Derrière, c'est plutôt des prestataires qui vont les utiliser. Il y a des détecteurs laser qui existent, qui vont permettre de détecter précisément une zone d'émission. Et la technologie sur laquelle on a travaillé, donc c'est des caméras OGI.
travaillant sur la longueur d'onde du méthane et qui permet aussi la détection. C'est une méthode rapide qui permet la détection précise de la zone d'émission. Et il y a un intérêt, c'est de voir en image cette émission. Donc pour les exploitants, c'est intéressant de le voir et tout de suite, ils vont avoir envie de le corriger. Donc nous, on travaille sur cette thématique depuis 2014 avec un premier projet qui a été financé par l'ADEME. On a exploré le fonctionnement d'une caméra OGI et avec cet outil de détection, on a travaillé sur une méthode, on a développé une méthode d'estimation des flux que je vais vous présenter après. Et on a ensuite mis en place 2 campagnes de mesure sur un site, sur 2 saisons, en utilisant d'autres méthodes de quantification existantes. Et on a eu sur ce site, quand il était dans un fonctionnement normal, un facteur d'émission sur les fuites résiduelles de l'installation qui était autour de 0,3%. Donc sans compter le fonctionnement des soupapes. Et la question qui s'est posée derrière, si on avait des mesures sur un site, c'est quelle est la représentativité de ce site sur l'existant français. Donc on a monté un deuxième projet qui a commencé fin 2019 et donc qui est en train d'être finalisé. C'est aussi un projet GREN, donc financé par l'ADEME, qui regroupe 4 partenaires, donc INRAE, CH4 Process, donc qui est plutôt un partenaire technique, qui fait notamment la prestation de détection de gaz. Alors, ils sont présents sur le salon. Et à côté, on a aussi 2 agences locales ou régionales sur l'environnement et l'énergie, donc Auvergne-Rhône-Alpes et Elle, donc notamment Armel, et qui ont aussi un stand, Elle qui a aussi un stand sur le salon. Ce deuxième projet avait 3 objectifs principaux. L'amélioration de la méthode d'estimation des flux qui avait été développée dans le projet TrackHelix. Une campagne plus importante de quantification sur 15 sites en essayant d'être représentatif des installations françaises, mais aussi la production de fiches conseils à destination des acteurs de la filière pour mettre en avant les bonnes pratiques d'exploitation d'une installation pour limiter les émissions fugitives. Donc sur l'amélioration de la méthode, donc là aussi on va avoir des vidéos qui fonctionnent. On a amélioré la précision en utilisant un nouveau modèle d'observation plus multi-échelle. On a travaillé sur la rapidité, donc c'est-à-dire pour l'instant la quantification elle n'est pas instantanée. On a besoin donc on fait des enregistrements sur site et derrière il va y avoir un opérateur en laboratoire qui va reprendre cette séquence, analyser, sélectionner une période de la séquence, donc souvent qui sont de 1 minute, on va analyser 10 secondes à peu près. Et donc actuellement, notre méthode met 9 minutes pour analyser les 10 secondes pour sortir une quantification. Donc c'est pas quelque chose qui est instantané, on travaille dessus sur l'automatisation, mais c'est pas encore effectif. Donc ce qu'on peut voir, alors dernière chose, sur la méthode, on l'a aussi, donc dans le premier projet, on a travaillé sur une caméra, on a rendu cette méthode utilisable sur une autre caméra à détection de gaz, OGI. Et ce qu'on voit en dessous les 2 vidéos, c'est donc un flux de biogaz. Donc là, ce qu'on voit, c'est le méthane, bien sûr, c'est avec la caméra OGI. Un flux de biogaz qui a été reconstruit en laboratoire, en soufflerie. Donc on voit la volute le mouvement de la volute. Et nous, sur ce qu'on va travailler, c'est la deuxième vidéo. On va utiliser 2 facteurs. On va suivre en fait les mouvements des particules de cette volute sur l'image et l'épaisseur de la volute. Ça va nous donner 2 informations qui vont nous permettre derrière de quantifier l'émission. Maintenant, donc, sur la partie campagne, alors on a 2 niveaux. On a un niveau avec des détections de fuites. Le cœur du sujet, c'était vraiment les émissions fugitives résiduelles. Donc on voit qu'elles peuvent avoir lieu un peu partout sur l'installation. Donc au niveau du digesteur, la cogénération, la tuyauterie, etc. On a aussi pu observer des émissions liées au process, donc notamment sur l'épuration, au niveau des off-gaz d'épuration sur les sites en injection, et sur les évents GRDF, donc c'est-à-dire la mesure il y a des mesures du biogaz en amont de l'injection pour être sûr que le biogaz est compatible avec le réseau. Et il y a ce qui a été analysé et rejeté. Donc ça, on a pu les détecter. On n'a pas fait de quantification sur ces off-gas parce qu'on a quelques problématiques au niveau de la présence de vapeur d'eau qui sont à creuser. On a pu détecter dans certains cas des émissions au stockage. Donc normalement, les caméras ne sont pas capables de détecter des émissions diffuses. Donc c'est le cas qu'il y a au stockage. Elles sont peu concentrées, elles peuvent être sur une grande zone, mais peu concentrées, donc elles sont difficilement détectables.
Cependant, suivant les conditions, on peut parfois les détecter, notamment au moment où il y a sur le stockage du digestat, quand il y a une couverture sans récupération de biogaz, il y a souvent des ouvertures, et là, en fonction du vent et d'autres conditions, on peut parfois les détecter. Elles sont par contre difficilement quantifiables parce qu'elles sont très variables dans le temps. Et il y a 2 autres points qui ont été pas pris en compte mais qui sont aussi détectables, c'est les émissions, alors les imbrûlés ici de la cogénération, donc le off-gas de cogénération. Des torchères, on ne les a pas vus en fonctionnement, et les émissions en soupape sont aussi détectables, mais lors de nos passages, il n'y a pas eu d'émissions à ce niveau-là. Les résultats de la campagne, donc quand on fait un focus sur les émissions fugitives résiduelles, on a 30 fuites qui ont été détectées sur les sites. Ça fait, suivant les sites, on a une variabilité qui est importante. Sur certains sites, on avait 0 détection, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que si il y en a, c'est soit les conditions extérieures qui étaient compliquées, soit là, généralement, c'est qu'il peut y en avoir, mais qu'elles sont tellement faibles qu'on ne les détecte pas. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les sites sont généralement entre 0 et 7 fuites par site, avec une moyenne. Généralement, sur les sites, on est entre 1 et 3 fuites. On passe directement et rapidement sur les facteurs d'émission qui ont été mesurés sur ces sites. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que pour chaque site, il y a différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une fuite quantifiée sur l'installation. Donc on voit le poids de chaque fuite sur le facteur d'émission global. Alors le facteur d'émission ici, c'est la part de méthane émis au niveau de ces émissions fugitives résiduelles par rapport à la valorisation de méthane du site sur une année. Donc les émissions, elles ont été mesurées sur une journée. On a annualisé ces données. Et ce qu'on remarque, c'est que ces facteurs d'émission sont souvent faibles. On est généralement inférieur à 0,5%. Et on a quelques sites qui sont entre 1 et 2%. Alors le site question qui est supérieur à 2%, c'est un site qui est en méta sèche. Donc un tout petit site, donc avec une valorisation faible de biogaz. Et donc la moindre fuite sur l'installation a un impact important derrière. Donc les acronymes, je ne les ai pas présentés, je ne vais pas y revenir rapidement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu on a pris en compte des installations qui sont à la ferme, des installations collectives, des installations industrielles, de la méta sèche, de la méta liquide, des cogénérations, injections et torchères manuelles ou automatisées. Ce qui nous amène en fait sur ces émissions, donc sur ces fuites, c'est que ce qu'on peut repérer, c'est qu'elles sont souvent facilement réparables en mettant en pratique, en mettant de bonnes pratiques sur les sites d'installation. Donc c'est là où vont intervenir les fiches qu'on a développées, qui sont accessibles. Donc il y aura un QR code à la fin de la présentation pour y accéder. Donc c'est composé de 9 fiches. Il y en a une première qui va présenter ce qui est imposé. Alors, c'est ce qui est issu de la nomenclature ICPE. Donc, l'exploitant doit s'assurer de limiter au maximum les fuites vers sa gestion de l'installation. Il y a certaines normes sur les sites en injection au niveau des off-gas d'épuration. L'exploitant doit réaliser 2 fois par an une détection de fuite sur son installation. Son autonomie soit avec un prestataire. Il doit aussi, bien c'est important, garder trace des mesures et des vérifications réalisées dans un manuel de maintenance préventive. Et chaque site mis en service après le 1er juillet 2021 doit être équipé d'une torchère. Il y a une deuxième fiche qui va plutôt présenter la mise en place de la surveillance de son installation, en mettant en place un plan de maintenance préventive, donc le renouvellement des joints d'étanchéité réguliers, des vérifications régulières qui peuvent être faites avec un analyseur portatif, donc qu'on appelle communément un sniffer, renifleur. Il ne faut pas utiliser, donc la petite encadrée en bas à droite, il ne faut pas utiliser les EPI, les éléments portatifs EPI pour faire ça. C'est vraiment, il faut avoir un analyseur portatif. Et les prestataires peuvent aussi faire ça. Souvent, ils sont équipés d'une caméra OGI. Sur les éléments, alors d'étanchéité, quelques éléments, donc ça va être tout ce qui est éléments traversants, le serrage, les membranes internes. Donc ça va être tout ce qui est graissage des éléments traversants, notamment le câble, comme on a pu voir sur la vidéo de départ.
Vérifier l'étanchéité des filetages, le remplacement des joints à chaque maintenance, l'étanchéité des membranes, notamment en mesurant le gaz de l'espace intermembranaire. On peut voir s'il y a des fuites au niveau de la membrane intermembranaire. Et c'est surtout, après chaque opération de maintenance, faire une vérification qu'il n'y a pas d'émission avec l'aide d'un renifleur, d'un analyseur portatif. Ce qui va permettre déjà de savoir qu'on a bien remis tout en place et qu'on est dans un fonctionnement sans émission. Un autre outil qui est présent sur les sites de méthanisation, c'est un organe de sécurité, c'est la soupape. Donc il y a des choses à vérifier à ce niveau-là. C'est un organe c'est un organe ultime de sécurité. Il doit normalement se déclencher qu'en dernier recours. C'est-à-dire que quand on a une surpression au niveau du gazomètre, c'est pas la soupape qui doit dégazer, c'est la torchère qui doit se mettre en place. Donc si elle est automatisée, elle doit se mettre automatiquement en fonctionnement. Sinon, c'est l'opérateur qui doit le mettre en fonctionnement, qui va permettre de brûler donc le méthane pour limiter l'impact au niveau environnemental. C'est mieux d'avoir un suivi de la pression dans le ciel gazeux qui va permettre de connaître les périodes où il y a un risque de dégazage et de périodiquement vérifier la hauteur d'eau au niveau de la garde hydraulique de la soupape et de faire un nettoyage régulier. La torchère, donc la capacité de la torchère doit être adaptée à la production du site. C'est un point d'attention notamment lors de l'évolution du site. Si on augmente la capacité de production, c'est-à-dire que la torchère doit être en capacité de traiter la totalité du biogaz qui va en valorisation. Il faut s'assurer de son bon fonctionnement au niveau capteur, etc. et faire des tests mensuels et des vérifications biannuelles. Le torchage doit être possible en même temps que le fonctionnement de la valorisation. Et ce qu'on a mis en avant dans le projet, c'est l'intérêt d'installer une torchère automatisée. Donc l'exploitant va plus avoir à la déclencher manuellement, donc elle va se mettre automatiquement en fonctionnement, ce qui va permettre de bien gérer les périodes de surpression dans le gazomètre. Dans le projet, on a fait un essai justement d'automatisation d'une torchère manuelle. C'est-à-dire qu'on a automatisé une torchère manuelle qui est fonctionnelle actuellement, et le coût de l'installation de la torchère manuelle plus son automatisation revient grosso modo au coût d'installation d'une torchère automatisée. Il y a aussi une fiche sur comment bien conduire son installation de méthanisation. Donc c'est des choses qui sont assez basiques mais qui sont importantes. Travailler avec un gazomètre avec un niveau de remplissage entre 40 et 60%. Respecter le temps de séjour dans le digesteur et post-digesteur pour que derrière, au niveau du stockage, on limite les émissions du digestat. Si on a un temps de séjour trop court, notre digestat il va être encore en période il va être encore en train de dégrader la matière, et donc il va y avoir des émissions à ce niveau-là. Essayer d'éviter les suralimentations et les surproductions, donc ne pas se mettre à essayer de produire tout le temps à 100% pour s'assurer justement de pouvoir varier son alimentation. Voilà, donc tout ça, ça a retrouvé donc sur la page web du projet. Il y a un lien qui va directement vers les fiches conseils avec une version qui est imprimable en mode livret, donc qui peut être utilisable sur site. On a aussi une version web. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Très bien, merci Nicolas pour ces résultats. Vous l'aurez compris, on peut retenir que globalement, à partir du moment où on respecte la réglementation qui est une vérification annuelle, une détection annuelle des fuites, elles sont pour la plupart corrigeables, et on a vu l'impact que ça peut avoir concrètement sur l'obtention ou pas, le respect du seuil de l'arrêt 2. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de cette question, mais globalement, les modalités de correction sont tout à fait accessibles aux exploitants à partir du moment où ils le vérifient et ils donnent les moyens de le corriger. Est-ce que ça appelle une ou deux questions? Oui. Bonjour, Léo Bénichou, GRDF. Merci beaucoup Nicolas pour la présentation, et c'est un sujet éminemment important pour toute la filière, puisqu'on parle de la performance climatique. On sait que le facteur d'émission biométhane, il est à moitié porté par les émissions de méthane. Donc
un gros levier de performance. Moi, j'ai 2 questions. La première sur l'affinage. Vous avez fait des tests en soufflerie, etc. À quel point l'estimation, elle dépend de la forme d'ascenseur. En gros, là, j'imagine que l'évent, il est calibré, l'écoulement, il est laminaire au moment où ça sort, le débit connu, maîtrisé, tout ça. Quand c'est un passage de câble, un peu de traviole et tout ça, est-ce que vous avez estimé les limites à la réplication de ça? Et puis ma deuxième question, plus largement sur les incertitudes liées à l'estimation quantitative que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de à quel point les quantifications que vous proposez, elles sont à 1% près, à 0,1% près ou à... Alors c'est justement, on doit continuer à travailler là-dessus, justement sur ces questions d'incertitude, etc. L'idée là, c'est déjà d'avoir de la donnée qui nous permettent de nous avancer sur, de commencer à voir ce que ça peut représenter. Donc il y a encore un travail à effectuer là-dessus. C'est sûr que sur un site en conditions réelles, on a l'impact sur le fond. En fait, on a besoin d'avoir un fond qui est plutôt... Enfin, ce qu'on voit en fait, on voit une différence aussi de température entre le gaz qui sort et le fond. Donc il y a tout un travail, on a travaillé sur certaines fuites avec un fond chauffant justement pour améliorer l'image. Il y a des conditions de vent qui vont vraiment impacter, donc il y a certaines mesures qu'on n'a pas pu effectuer, dans ce cas-là on ne quantifie pas. Donc ce que j'ai pas dit, c'est sur les 30 fuites qui ont été détectées, sur les émissions fugitives résiduelles, il y en a 25 qui ont été quantifiées. La plupart c'était parce qu'elles étaient trop faibles pour être quantifiées. Donc on a aussi une marge de... Enfin, quand elles sont trop faibles, on ne peut pas réussir à les quantifier. Mais certaines, c'est les conditions de prise de vue qui ont été compliquées. Donc sur la question de l'incertitude, là j'ai pas de chiffres à présenter. Mais c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler pour justement affiner notre outil et pour être le plus proche possible de ce qui se passe sur le site. Mais si je peux poser une question à GRDF, le gaz naturel, on les quantifie, les fuites partout jusqu'au lieu de production du gaz? Parce que récemment, on a quand même vu des jolies photos planétaires d'émanation de méthane sur le gaz. Donc, je pense que globalement, la filière gaz a des progrès à faire dans sa mesure, non? Enfin, j'ai cru comprendre que ce n'était pas beaucoup plus quantifié, je veux dire, les fuites du gaz fossile. Puisqu'on est invité dans la conversation, si, mais en fait, le secteur oil and gas en général, fossile, il est relativement mature là-dessus. Alors, il y a des standards, il y a des prises d'engagement des acteurs pétroliers, y compris un peu là-dessus. Les émissions du réseau, elles sont suivies de près, puisque c'est notre principal poste d'émission en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise gestionnaire de réseau. Elles sont quantifiées sur des méthodes par événement, d'une part, avec des facteurs d'émission associés, et elles sont suivies en termes de détection pour les enjeux de sécurité aussi. Donc je ne doute pas qu'elles soient suivies et corrigées, mais j'avais cru comprendre que d'un point de vue méthodologique, c'était un peu une logique de on se met d'accord sur des normes de quantification plus que des vérifications factuelles de la quantité. Là-dessus, moi, je confirme que la compréhension que j'ai des outils de détection et de mesure, c'est que pour des fuites faibles, on est en limite de résolution et on a... Et je pose la question vraiment naïvement à Nicolas, hein, c'est pas un piège, c'est que on a personne qui s'avance sur des quantifications d'incertitudes associées aux méthodologies. Pour l'instant. Donc on a des chiffres qui sortent, des estimations quantitatives, mais on ne sait pas quelle fiabilité on peut leur accorder, sans parler du fait qu'on fait la mesure sur une journée et qu'on extrapole sur toute l'année, en plus. Mais rien que sur la journée, on ne sait même pas dire... Il faut prendre en compte la temporalité, il y a les conditions, etc. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore plein de boulot en R&D. La mauvaise, c'est qu'il faut se dépêcher, quoi. Ouais. Enfin, ce que je voulais dire aussi par là, c'est que collectivement, on peut aussi aujourd'hui dire que la vérification vaut correction et que quelque part, a posteriori, l'émission fugitive les émissions fugitives vérifiées seront corrigées et qu'on peut approcher le zéro, quoi. Même si on se trompe à la base sur la quantification, aujourd'hui, la vérification correction vaut
La détection, tu veux dire? La détection, pardon. Ouais. Correction. Là-dessus, on est complètement en phase Oui. sur l'importance de mettre en œuvre les bonnes pratiques et c'est super d'avoir ces fiches qui vont permettre aux exploitants de savoir exactement ce qui est obligatoire, ce qui est conseillé, à quelle fréquence, etc. puisque c'est un levier de performance hyper important et qu'une bonne partie est d'ailleurs cadrée par la réglementation, notamment pour les émissions process qui sont connues, qui font partie du process. Et par rapport à l'appel à projet de tout à l'heure, de votre appel à projet, la question, je pense, qui restait centrale, c'était, et que vous commencez à réfléchir, c'est aussi la mesure sur les stockages. Oui. Où là, la question du caractère diffus est beaucoup plus difficile à appréhender et il y a un gros enjeu méthodologique. On a des briques en fait et à chaque fois on essaye d'apporter de la connaissance sur ces briques. Mais c'est vrai que pour avoir une vision globale, il faut aller un peu partout et mettre en place des mesures, ce qui n'est pas toujours facile. Mais on essaye de développer ça. En tout cas, on est bien en phase avec l'INRAE pour dire qu'il faut allouer des moyens importants à ces sujets-là pour faire progresser la connaissance qui est encore très balbutiante, à mon humble avis. Oui, et on voulait peut-être aussi, au nom des partenaires, remercier aussi les 15 sites de méthanisation qui ont été quelque part, qui ont accepté cette démarche parce que c'est un sujet sensible aussi. Et c'est vrai que l'objectif, c'était d'améliorer la connaissance scientifique et que l'ensemble de la filière puisse améliorer sa connaissance. Et voilà, on a eu quand même des partenaires, des exploitants qui ont joué le jeu sur ce sujet. Bonjour, merci pour votre présentation, très intéressant. Ma question c'est, quel est l'avantage des caméras OGI, donc pour la détection et la quantification, par rapport au système de caméras ultrasons qui existe actuellement sur le marché? Alors peut-être qu'on va passer la main. Alors, moi je ne suis pas expert des caméras ultrasons, mais on a quelqu'un de CH4 Process qui est présent, donc qui va peut-être pouvoir plus vous répondre. Ils ont fait des essais avec des caméras ultrasons. Bonjour, oui, on a fait des essais sur certains sites avec des caméras ultrasons et en fait dans certains endroits sur un site de méta, la caméra ne voit pas le rejet par rapport au bruit de fond ou par rapport au manque de pression aussi sur certains sites, sur certains endroits. Mais c'est vrai que les caméras fonctionnent, les caméras ultrasons fonctionnent très bien sur les réseaux d'air pneumatique où il y a pas mal de pression à l'intérieur. Mais c'est sur la partie biogaz et gaz, il y a certains endroits où ça ne fonctionne pas. Et pour ajouter, alors l'intérêt des caméras OGI, c'est aussi de visualiser la fuite. Et ça, on l'a remarqué lors de nos campagnes. En fait, dès qu'on montrait les images aux exploitants, ils voyaient la fuite, ils disaient on va les corriger tout de suite. Et je pense que ça a un impact parce que l'exploitant, il visualise cette fuite, alors que s'il n'a pas l'image, ça va être, ça amène un support en fait qui va lui donner envie de réparer rapidement ces zones. On n'a pas listé, mais il y a plusieurs opérateurs aujourd'hui qui sont capables de faire de la prestation avec caméra. Après, on voit que la réglementation, elle a ouvert la possibilité de le faire en autocontrôle. Ce qui est intéressant peut-être, c'est d'alterner aussi ou d'avoir des différentes méthodes une fois qu'on a peut-être compris ou identifié les points cruciaux. Et puis, par exemple, après chaque maintenance, si on parlait d'équipement spécifique, là, on peut passer le renifleur juste voir s'il n'y a rien. Et par contre, si on veut... la première fois, chercher et bien s'assurer qu'il n'y en ait pas, peut-être la caméra peut être utile sur les premiers contrôles. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne l'ai peut-être pas dit, mais toutes les présentations seront mises en ligne sur le site du salon, donc tout sera disponible par la suite si vous n'avez pas pu prendre des notes surtout ou tout suivre, surtout sur des sujets aussi compliqués que l'arrêt 2 ou d'autres. Je remercie l'ensemble des intervenants. Je vous souhaite une bonne fin de premier jour de salon et puis à demain pour la deuxième journée. Merci.